Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 5e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Estelle. Estelle est bénévole et engagée auprès de l'association des chiens guides de Paris. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec les élèves chiens guides d'aveugles qu'elle a pu accueillir en tant que famille relais depuis 5 ans. Estelle nous parle de cette belle démarche et de ce qu'elle implique au quotidien. Elle nous partage ses plus belles anecdotes et nous explique comment cet engagement peut être un bon moyen de vivre avec un chien tout en contribuant à une jolie cause. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Estelle. Salut Estelle! Salut! Tu vas bien? Bah bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être présente sur ce podcast. Ça me fait très plaisir de te recevoir. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Estelle? Alors, je m'appelle Estelle, j'ai 28 ans et j'habite dans la région parisienne. Non, 29, pardon. J'ai loupé une année. J'habite en région parisienne, presque à Paris, mais à Boulogne-Billancourt, juste à côté. Et voilà, dans la vie, je fais beaucoup de choses, mais je suis notamment engagée auprès des chiens guides d'aveugles à Paris. Trop cool. Bon, tu vas nous raconter tout ça dans cet épisode, du coup. Quelle était ton expérience avec les chiens avant de te lancer dans cette aventure? Alors, j'ai jamais eu vraiment de chien chez mes parents ou dans ma jeunesse. Mes parents m'ont toujours dit pas de problème, on gardera les tiens quand tu seras grande, mais voilà, ce sera ton choix et deviens autonome et tu auras tous les choix à faire comme adulte. Donc, j'ai pas franchement eu de chien à la maison. On avait des chats, par contre. Ça, c'était, on avait un chat, Volvic, qui est toujours là d'ailleurs depuis que je suis jeune. Et j'étais par contre beaucoup fourrée à droite à gauche dans les fermes des voisins. Tout le temps avec les animaux, je voulais devenir vétérinaire, donc c'était quelque chose que j'ai poursuivi depuis très jeune. Et je me souviens d'ailleurs que mes parents rigolaient souvent parce que quand on allait voir des gens, des amis avec des chiens, je me souvenais beaucoup plus du nom du chien que du nom de la personne. Voilà, donc j'avais déjà quand même une forte attirance pour les animaux, et donc c'est un peu comme ça que je suis arrivée à tous ces projets de chien guide, même si c'était pas forcément évident parce que je connaissais pas tout au début. Ok, trop cool. Qu'est-ce qui t'a motivé alors à te lancer dans cette aventure des chiens guides? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en es arrivée jusque-là? Et ben en fait, l'aventure des chiens guides, elle a commencé il y a très longtemps, dans ma tête pour commencer, avant que ça se concrétise. C'était en fin de collège, je me cherchais un peu dans mon orientation. Je savais que je voulais devenir vétérinaire, comme je le disais un peu depuis toujours. Et puis, j'ai découvert d'autres métiers. On passe tous devant une conseillère d'orientation, ce genre de choses. Et il fallait un peu diversifier, le métier de vétérinaire étant difficile à atteindre. C'était un peu l'idée de se dire qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui pouvait m'intéresser. Et il se trouve que je me suis retrouvée à la rentrée de 3e avec mes 2 meilleures copines qui étaient toutes les 2 en béquille. Je me suis retrouvée du coup à les guider, à les aider, et en fait c'est là aussi où j'ai découvert à ce moment-là le métier d'éducateur de chien guide d'aveugle, et j'ai trouvé que allier l'aide de personnes handicapées avec les bonnes capacités animalières du chien, de l'apprentissage, j'ai vraiment trouvé ça fou. Et donc j'ai demandé, pour commencer à m'engager, j'ai demandé à mes parents à la rentrée en seconde de devenir famille d'accueil. Alors à l'époque, j'étais dans ton coin, hein, plutôt vers l'ouest lyonnais. On s'est renseigné du coup, je me suis renseignée, je pense, auprès de l'école des chiens guides de Lyon, chien guide du Sud-Est qui est à Sibins. Voilà, j'avais tout fait, je voulais rentrer en seconde en étant famille d'accueil, en emmenant le chien au lycée. Et mes parents à ce moment-là m'ont dit écoute, voilà, on fait plein de choses, on était plusieurs dans la fratrie, on l'est toujours d'ailleurs, et on avait beaucoup d'activités, donc ils m'ont dit ça va pas être possible, rentre au lycée, passe ton bac et on en reparlera. Et puis j'avoue que voilà, la rentrée dans un nouveau lycée, les potes, toutes les activités musicales que je faisais à côté, j'avoue qu'avec le recul, mes parents auraient difficilement pu assumer, parce que même si j'étais très motivée, reste un engagement très fort. Et donc, j'ai reculé un peu le projet. Quand je suis rentrée dans mes études supérieures pour devenir vétérinaire, les premières années d'études sont très compliquées, donc c'est pas forcément
là où je me suis dit qu'il fallait que je devienne famille d'accueil, parce que la priorité, c'était les études. Et ensuite, eh ben, voilà, j'essaie toujours resté dans un coin de ma tête. Je suis pas rentrée côté école veto, mais je suis rentrée en école d'agronomie. Et là, bah, j'ai retenté du coup d'être famille d'accueil. Et puis, j'ai finalement réussi à devenir famille relais, donc famille d'accueil temporaire, il y a maintenant plus de 4 ans. Depuis en fait que je travaille et que donc je suis autonome, comme mes parents me l'avaient dit, j'ai enfin réussi. Trop cool. Bah, félicitations. Bah, ça fait du coup, oui, plus de 10-15 ans que je veux faire ça, donc il était temps. Ouais, trop cool. Bah, alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience avec les chiens guides que tu as donc depuis 4 ans? Eh ben, oui, alors tout a commencé, donc il y a des démarches à faire pour, devenir, famille d'accueil ou famille relais. Moi, je les ai faites du Mm. coup, auprès de l'école des chiens guides de Paris, qui est la plus proche, de chez moi et sur laquelle je m'étais bien renseignée. Et j'ai accueilli, après une réunion d'information, j'ai accueilli mon premier relais. Je me souviens encore, c'était Meika, le temps d'un week-end. Donc en fait, on accueille, en tant que famille, relais, j'accueille à la demande de l'école des chiens sur des périodes données. Donc ça peut être de 2-3 jours, comme c'était pour mon premier relais, jusqu'à plus d'un mois selon nos disponibilités et selon les besoins de l'école. Ces chiens-là, en fait, sont des chiens qui sont en famille d'accueil, qui apprennent leur métier et qui, en fait, ont besoin d'être placés temporairement parce que leur famille d'accueil a des contraintes, des vacances, des événements familiaux, des événements santé. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent que le chien peut être placé en famille relais. Et du coup, nous, on prend le relais, on devient sa famille d'accueil temporaire. Et en tout, depuis septembre 2016, depuis mon premier relais, j'ai eu une vingtaine de chiens de tous âges. Parce que bon, ça reste en général des jeunes chiens dans leur première année, puisque c'est l'année qui passe Mm. en famille d'accueil. Mais j'ai eu aussi l'occasion d'avoir des chiens guides formés dont les maîtres ne pouvaient pas les garder temporairement. Pareil, vacances, santé, mariage, ce genre d'événement qui peut arriver dans une vie. Et j'ai surtout eu beaucoup de races différentes parce que on voit surtout le Labrador et le Golden Retriever comme chien guide, mais il y a aussi, en tout cas à l'école de Paris, des bergers allemands, des bergers blancs suisses qui sont des bergers allemands tout blancs, ou des croisements de Golden Labrador, ou encore des Flat Coat Retriever que j'ai eu aussi, j'ai eu l'occasion d'avoir Nolka, qui sont assez magnifiques et que j'ai découvert via cette expérience de famille relais. Trop cool. Et donc du coup, tu as eu combien de chiens alors depuis 4 ans? Alors, le nombre de chiens, j'ai essayé de refaire le compte, j'ai eu une vingtaine de chiens. Après, il y a des chiens que j'ai eu plusieurs fois, et Mm. puis à chaque fois, en fait, c'est des durées différentes. C'est-à-dire que, voilà, Meika, mon premier chien, je l'ai eu un week-end, ce qui peut encore m'arriver, hein, du vendredi soir au lundi matin. Mais j'ai eu fait des relais sur 2-3 semaines, voire plus. Avec mon plus long relais, ça a été avec Nolly en une seule fois, qui était pour plus d'un mois. C'était assez exceptionnel parce qu'en général, les relais sont plus courts. Après, j'ai aussi eu des chiens plusieurs fois qui se fait que je les ai eus plus d'un mois au total, mais pas forcément d'un coup. Donc beaucoup d'expérience et surtout bah, toujours à la dispo de l'école de Paris qui me demande d'accueillir ces chiens. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok, d'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ta plus belle anecdote que tu as vécue, je sais pas, un moment sympa, un moment cool que tu as vécu avec un chien guide, un futur Oh chien là, guide? il y en a beaucoup parmi tous ces moments. En plus, la plupart du temps, les départs en vacances donc coïncident avec des demandes de relais puisque les gens le font à ce moment-là. Et moi, du coup, de mon côté, ça m'arrive aussi de partir en vacances, mais du coup, avec le chien en relais. Bah, il y a les petits moments. Ma plus belle anecdote, parmi ces moments-là, il y a quand même les moments où je vais en famille avec mes chiens, ou tout simplement à la bibliothèque. Ça fait partie des moments où tu te dis, bah, tu peux pas le faire avec d'autres chiens. Mm. Et le Ouais, on but, va c'est que reparler de le tout ça, chien, ouais. il est assez calme. Sinon, un des plus beaux moments, c'était quand même, je crois, avec Nolly à l'aquarium de Brest. Parce que bah, voilà, ça fait partie des lieux auxquels ont accès les élèves chiens guides et les chiens guides d'aveugles. Et bah, de l'avoir rencontré, sa cousine Lotari, toutes les deux moustachues à travers une vitre, j'avoue que c'était quand même assez exceptionnel. Et bah, je pense pas que j'aurais pu vivre cette expérience autrement qu'avec les chiens guides d'aveugles. Ou encore Néo, quand on a visité les châteaux de la Loire, on s'est fait 4 châteaux en 5 jours. Voilà, avoir un chien guide dans les châteaux de Renon, Chambord, etc., c'était fou.
Et puis, je me souviens aussi de tous ces moments à Disneyland Paris, à l'époque où c'était encore un peu ouvert, où j'ai emmené 2-3 chiens et on a fait, alors on fait pas toutes les attractions, hein, mais les attractions qui sont autorisées aux chiens guides, plutôt calmes. Mais voilà, avoir le chien dans It's Small World, c'est quand même des moments assez forts. Et voilà, juste une photo devant le château avec le chien, vivre encore beaucoup plus d'expériences avec eux, c'est vraiment fou, quoi. Ah, trop cool. On va passer un peu à une présentation des chiens guides pour les gens qui ne connaîtraient pas ce milieu-là. Est-ce que tu peux nous présenter du coup l'objectif déjà du chien guide? Comment ça se passe? Alors moi, en tant que famille relais, donc famille d'accueil temporaire, j'interviens dans l'éducation du chien, mais on n'est pas tout seul, on est bien relié à l'école avec laquelle on travaille, en tant que bénévole, hein. Je ne suis pas du tout rémunérée pour ce travail. Mais l'objectif collectif de toutes ces personnes autour des écoles de chiens guides, c'est de remettre le plus de chiens possible formés gratuitement à des déficients visuels. Donc on dit déficient visuel, bénéficiaire ou aveugle ou malvoyant. Le chien, dans sa mission, le reste de sa vie, va avoir à guider en grande partie son maître déficient visuel dans ses trajets. Et puis le reste du temps, ce sera un chien de compagnie comme Charlie qui pourra passer du temps tranquillement à dormir, ronfler, voilà, comme un chien de compagnie, ou aller sentir tout le bois quand il est en détente, etc. Mais l'objectif commun qu'on a tous les bénévoles, toutes les écoles, c'est vraiment de remettre ces chiens qui changent la vie de ces personnes déficientes visuelles et leur permettre surtout une vie beaucoup plus légère, on va dire, et surtout avec un compagnon, parce que c'est pas qu'un outil, c'est aussi un compagnon de vie. Pas à toi que je vais apprendre ça avec Charlie, tu le vois très bien, que c'est pas juste un chien guide, c'est aussi un compagnon. Ok, et donc est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres en France, combien il y a de chiens guides, combien il y a de bénéficiaires chaque année qui ont accès à ça? Alors en France aujourd'hui, il y a une dizaine d'écoles qui sont fédérées au sein de l'Association française des écoles de chiens guides, la FFAC. Donc elles sont un peu réparties sur le territoire, un peu de partout. Et elles ont remis, j'ai ressorti le chiffre, elles ont remis en 2020 167 chiens guides. Donc c'est pas si énorme que ça, parce que ça demande du travail. Un chien, c'est beaucoup d'engagement. Ils sont remis en général à 1 an et demi, 2 ans. Donc il y a quand même beaucoup de travail avant la remise. Pour te donner une idée, depuis le début du mouvement Chien Guide, il y a eu à peu près 5800 chiens qui ont été remis, quasiment 5900 chiens. L'école des chiens guides de Paris a 30 ans et a remis son 1000e chien guide il y a 1 ou 2 ans. Donc voilà, pour te donner un peu un repère. Sachant que tout ça est possible grâce aux 500 familles d'accueil qu'il y a en France, sans qui la prééducation et la pré-socialisation du chiot ne se feraient pas, parce qu'un éducateur ne peut pas passer sa vie à faire ce qu'on fait nous, à savoir vivre avec le chien et l'emmener de partout. Donc on a besoin aussi de ce maillon-là qui est hyper important, sans qui les chiens guides ne pourraient pas débuter leur vrai travail de guidage. On ne commence pas à 3 mois à apprendre un chiot à guider, bien sûr. C'est progressif. Ouais, alors est-ce que du coup tu peux nous parler du parcours d'un chien guide, alors de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie? Je crois qu'il passe par plein d'étapes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Bah, déjà, par rapport à la naissance, il faut savoir que les écoles fédérées ont un réseau d'élevage. Bon, il y a 3 élevages qui font naître et sélectionnent du coup des chiots pour devenir chiens guides. Donc, ils sont déjà des petits super-héros avant même de naître, puisque les producteurs mâles ou femelles sont sélectionnés pour donner des chiens guides d'aveugles. Alors, quand ils naissent, ils sont pas chiens guides, ils ont pas le dossard, ils ont rien du tout. Mais l'idée, c'est d'avoir des chiens qui sont déjà bien dans leurs pattes, qui ont les bonnes capacités, qui n'ont pas de frayeur et qui n'ont pas de problème de santé aussi. Parce que un chien guide, quand on forme un binôme, c'est pour une vie. Et même si le chien guide a le droit à sa retraite, l'objectif, c'est quand même que le binôme bénéficiaire chien guide soit le plus durable possible. Donc, une fois qu'ils sont nés, ils passent en général 3 mois auprès de leur mère et ils sont remis à 3-4 mois à une famille d'accueil. Alors, on dit famille, mais le terme peut être trompeur, hein. Un célibataire peut être famille d'accueil, un jeune étudiant peut être famille d'accueil, une personne à la retraite peut être famille d'accueil. On dit famille, mais en fait, c'est plutôt un foyer d'accueil. Et ils passent donc à peu près 1 année en famille d'accueil, durant laquelle il va avoir régulièrement des accompagnements de la part de l'école auprès de la famille d'accueil. Alors au début, ça se concrétise par des rendez-vous tous les 15 jours après la remise du chiot. Et puis, progressivement, ces rendez-vous vont s'espacer et c'est le chien qui va rentrer en stage à l'école
pour une semaine. Alors le premier stage, c'est 3 jours, histoire de s'habituer, puis une semaine par mois, jusqu'à rentrer définitivement à l'école. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'entrée en éducation. C'est la partie la plus compliquée pour la famille d'accueil, puisque du coup, ça annonce la fin de l'histoire de famille d'accueil avec le chien. Donc, c'est toujours un peu compliqué, hein, c'est jamais vraiment personne n'est content et il y a toujours des larmes, mais on sait tous pourquoi on le fait, comme je le disais juste avant par rapport à l'objectif. Et quand le chien rentre en éducation, autour de ses 1 an à peu près, il est donc dans une phase d'éducation avec un éducateur de chien guide dont c'est le métier. Donc c'est la grosse différence. Souvent, moi, dans le métro, on me dit « Ah, vous êtes éducateur ?» Alors moi, je précise bien, non, c'est moi, ma part de travail, c'est le bénévolat, c'est la socialisation. Après, il y a des éducateurs qui sont qualifiés et qui font ce métier-là et qui ont en général 3 chiens en même temps pendant 6 mois. Donc voilà, pour donner un petit peu une idée, c'est 6 mois à peu près de travail. Ça peut être 5 à 8 mois, hein, c'est variable selon le chien. Pour de l'éducation, et là on est vraiment de l'éducation au guidage, c'est là où le chien a ses premières approches, même s'il l'a déjà eu via ses stages, mais avec un harnais de guidage, ce que nous on n'a pas du tout en tant que famille d'accueil, hein. Et c'est là où il va vraiment apprendre à éviter les obstacles, même si nous on fait un travail préliminaire un peu poussé, pour que justement il puisse être prêt à accueillir ce travail préliminaire et avoir déjà des éléments en tête. Donc après ces 6 mois d'éducation, vient le temps de la remise. Et là, donc l'idée, c'est pas de prendre, je le dis souvent, le dernier dossier de bénéficiaire qui attend un chien guide avec le premier chien guide certifié, mais on va plutôt faire vraiment des binômes de vie, c'est-à-dire qu'on va en fonction de la dynamique et du rythme de vie de la personne qui va avoir ce chien guide, mettre un chien en face qui lui correspond. On ne va pas mettre un chien pantouflard à quelqu'un qui est très dynamique, et inversement, on ne va pas mettre un chien très dynamique quelqu'un qui est pantouflard. Donc voilà, donc ça se passe environ à 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, le chien guide pendant 8 à 10 ans, selon ses capacités. Il y a un suivi qui est fait par l'école, puisqu'il faut savoir que durant toutes ces étapes-là, et même auprès de son bénéficiaire, le chien appartient toujours à l'école des chiens guides, dont il dépend. Donc le suivi effectué par l'école des chiens guides permet de dire à partir de quel moment le chien va être à la retraite. Alors c'est des critères qui sont pris en compte, c'est la santé, le bien-être du chien, et surtout veiller à ce qu'il ne mette pas en danger qui garde en tout cas en sécurité son bénéficiaire, qu'il soit toujours un peu alerte. Et puis après, il a le droit à une retraite bien méritée, et la retraite se passe dans une famille de retraite qui est du coup sa famille pour le reste de sa vie. Alors en général, pareil, famille, foyer, c'est peu importe, hein, la composition de la famille, mais en général c'est quand même des personnes qui ont des jardins, des maisons de plein pied, parce que voilà, ça reste un chien qui va passer le reste de la fin de sa vie. Donc ça fait partie des critères d'avoir un chien bien dans ses pattes jusqu'au bout du bout pour l'accompagner. Donc là aussi, il reste en tout cas à l'école de Paris propriété de l'école. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'organisation et notamment les familles de retraite? Je ne connaissais pas jusque-là. Est-ce que ces familles-là sont en lien avec l'école, ou c'est complètement à part, ça passe par d'autres associations? Comment ça se passe pour mettre à la retraite un chien? Alors, ça fait aussi partie du rôle de l'école. Ouais. C'est l'école aussi qui sélectionne les familles de retraite. Donc on peut tout à fait postuler à l'école en disant voilà, moi je veux accueillir un chien retraité. Alors il faut savoir que par rapport à la retraite, c'est un peu comme quand le chien arrête son cursus parce qu'il n'est pas fait pour être chien guide, quand on dit qu'il est réformé. La priorité de l'adoption revient, alors quand c'est un chien en retraite, revient à la personne déficiente visuelle, à son bénéficiaire, qui peut tout à fait souhaiter le garder avec lui. C'est pas incompatible avec l'accueil de son futur chien guide. Donc ça, c'est la première chose. Ça peut être les proches de son maître, qui l'a guidé, justement pour qu'il reste dans l'entourage. Ça dépend vraiment des situations. Et ensuite, comme pour le chien guide qui serait réformé en cours d'éducation, c'est la famille d'accueil qui est prioritaire, à qui on propose le chien en tant que famille retraite, si la famille d'accueil a un rythme compatible avec un chien retraité. C'est-à-dire que si la famille d'accueil est hyper dynamique, qu'elle habite au 6e étage, même avec ascenseur, il faut prendre en compte pas mal de choses. Et l'école des chiens guides est là pour aussi sélectionner les dossiers un peu de candidature des familles qui voudraient adopter des chiens guides retraités. Et un chien guide retraité, ce n'est rien d'autre qu'un chien hyper bien éduqué, hyper vivant, et qui ne demande qu'à finir sa vie au repos, mais qui en général est quand même très, très dynamique. C'est un vrai bonheur aussi, et c'est vrai qu'on en parle peu. Ça fait partie de la vie du chien guide.
pour finir sa vie, voilà, tranquillement. Est-ce que tu pourrais nous parler des démarches pour devenir famille d'accueil ou famille relais comme toi tu es, et des conditions notamment? Alors, en termes de conditions, la condition principale, c'est qu'il ne faut pas laisser le chien seul. Quand on dit pas laisser le chien seul, c'est pas le laisser en général plus de 3 heures seul, peu importe son âge. Ces chiens-là sont pas faits pour rester seuls. Ils vont dans leur vie de chien guide aveugle être tous les jours aux côtés de leur déficient visuel. Et donc, l'idée, c'est d'être tout le temps avec lui. Donc ça, c'est le premier critère et il faut bien l'avoir en tête parce que c'est pas juste prendre un chien, le laisser à la maison ou dans le jardin, par exemple, mais c'est l'avoir tout le temps avec soi. Donc il faut en être conscient, il faut pouvoir le faire par rapport notamment à son travail, à sa vie, à son organisation. Et le deuxième critère qui est un peu plus parisien, je suis pas sûre que les autres écoles ont ce critère-là, c'est qu'il ne faut pas habiter à plus de 2 étages sans ascenseur. Tout simplement parce que le chiot arrive à 3 mois, que nous, on va le porter jusqu'à ses 6 mois dans les escaliers, que ce soit les escaliers du métro ou autre. Bon, 6 mois ou moins selon son poids, hein, l'école s'adapte à notre capacité aussi. Mais c'est un petit peu l'idée. Et c'est surtout que le chien, contrairement à un chien de compagnie, le chien guide va vraiment faire beaucoup de pas. Si vous regardez votre podomètre, ça vous donne un peu l'idée dans sa vie. Et l'idée, c'est de préserver les points faibles que peuvent avoir les chiens guides en termes de santé, à savoir les hanches et vis-à-vis des dysplasies. Donc, c'est comme ça qu'on a ce critère-là. Le plus du deuxième étage sans ascenseur, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez sortir votre chien, il va falloir descendre ces 4 étages, lui faire remonter ces 4 étages. Et à partir d'un moment, même un chien de 8 mois, on ne peut plus le porter, hein. Moi, j'ai eu des chiens de 35, des jeunes chiens de moins d'un an, de 35 à 40 kilos. Bah, voilà, ils sont des grands gabarits parce qu'on a besoin de grands gabarits dans les races pour guider, pour avoir une hauteur de guidon, entre guillemets, à la bonne hauteur de l'homme. Ensuite, une fois que tous ces critères-là sont réunis, que vous avez du temps pour vous engager, que vous avez l'organisation qui permet d'être toujours avec le chien, ça veut dire plus souvent l'emmener au travail quand même. L'idée, c'est de candidater auprès d'une école de chien guide. Alors, il y a la liste qui est disponible des écoles fédérées sur leschienguides.fr, qui est la fédération dont je vous parlais. Soit on peut candidater directement auprès de la fédération qui répartira la candidature en fonction de votre proximité géographique à une école, soit directement à une école. Et là, en général, il y a une réunion d'information. Alors, je sais que certaines écoles aujourd'hui, avec le Covid, font des réunions en visio d'information. Ça permet de poser toutes ces questions avant vraiment de déposer son dossier. Et c'est pareil à Paris. Alors, il y a pas de visio actuellement, mais l'idée, c'est d'avoir une première réunion pendant laquelle on peut poser toutes les questions et ce qui permet de vérifier que le projet est bien réaliste par rapport à son organisation personnelle. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Est-ce que maintenant tu pourrais nous parler des apprentissages spécifiques des chiens guides? Parce qu'on se doute que l'éducation d'un chien lambda et d'un chien guide n'est pas du tout la même, puisqu'il a quand même pour finalité d'accompagner quelqu'un au quotidien. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces apprentissages très spécifiques aux chiens guides, ou en tout cas des principaux? Déjà, il y a les apprentissages de base qui sont communs à tous les chiens. Le chien guide, c'est s'asseoir, se coucher, ça c'est assez basique. Mais ça fait partie, le rappel aussi fait partie d'un apprentissage qui doit absolument être bien compris par le chien, tout simplement parce qu'il faut toujours se projeter dans sa vie future. Lorsqu'il sera auprès de son déficient visuel, son bénéficiaire, il aura aussi ses moments de détente, comme je disais, renifler, faire sa vie de chien, voir d'autres chiens. Et dans ces cas-là, il faut s'imaginer dans la peau de son maître, qui ne va pas forcément le voir. Et donc, avec l'aide d'un gros lot, souvent, ils savent à peu près le localiser, mais il faut que le rappel soit bien acquis pour que quand c'est l'heure de finir la détente, le chien revienne et le déficient visuel ne va pas pouvoir courir après son chien. Enfin voilà. Donc, le rappel, ça fait partie des acquis. Et là, l'école, de toute façon, est toujours en appui. Et c'est pas la première chose qu'on apprend, mais c'est une des premières choses qu'on apprend à son chien quand même. Ensuite, il y a des mots quand même spécifiques qu'on apprend au chien dans le but de sa vie future et de le préparer à recevoir son apprentissage auprès de l'éducateur de chien guide quand il rentrera à l'école. Alors déjà, on leur apprend leur droite et leur gauche progressivement. À notre stade de famille d'accueil, on leur apprend pas forcément la droite et la gauche, mais moi, ce que je fais en général, c'est qu'on le dit droite ou gauche. À chaque fois que je vais à droite ou à gauche, j'essaye de le dire. Ce qu'on leur apprend par contre, c'est à signaler des éléments, alors les éléments de urbains qui vont être utiles au déplacement. Parce qu'il faut avoir conscience qu'en fait, le principal travail du chien guide, c'est les déplacements.
Une fois que le chien guide est à la maison, on n'a pas, c'est pas du tout la même chose que les chiens d'assistance où là, on va avoir besoin du chien éventuellement pour ouvrir les placards, ramasser des choses, et cetera. Tout ça, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un chien guide. Le chien guide, c'est vraiment dans les déplacements de pouvoir, nous guider, de pouvoir guider son maître et donc pour cela, on lui apprend dès son plus jeune âge. On associe en fait des mots. Alors, on pourrait associer des mots complètement différents, mais on associe des mots qui nous parlent à nous. On associe des mots. Alors, on parle pas du passage piéton, on parle des lignes parce que passage piéton c'est un peu long et donc le code chez nous c'est les lignes. Par exemple, pour reconnaître les passages piétons, ce qu'on leur demande. Alors, progressivement, on fait pas ça à 3 mois du chiot, hein, on fait ça progressivement, mais à chaque passage piéton, on fait asseoir le chien. Et en fait, quand on le fait asseoir, on lui dit, Nolka, assis les lignes. Donc on lui dit son prénom, ce qu'on attend de lui et les lignes, du coup, pour qu'après, quand on arrive devant les passages piétons, progressivement, il s'assoit de lui-même et on ne dit même plus assis, on dit Nolka, les lignes et donc ça rentre, c'est une sorte d'automatisme pour eux. On fait des associations d'idées. Tout comme on ferait, le assis, couché de base, là, on rajoute des blocs, par-dessus cette éducation-là. Donc tout ça, en fait, on le fait avec l'école de chien guide, c'est elle qui nous dit progressivement quelles étapes il faut qu'on aille, vers quelle étape il faut qu'on aille. Il y a beaucoup de choses dans l'environnement urbain qu'on apprend à reconnaître. Les principaux, donc c'est, les passages piétons, parce que c'est quand même quelque chose qu'on va souvent faire avec son chien guide, traverser une route. Ensuite, je précise quand même sur les passages piétons que c'est le maître qui décide si on traverse ou pas, hein. C'est pas le chien qui doit reconnaître le bonhomme vert ou le bonhomme rouge. Là, après, c'est la responsabilité du maître de dire on y va ou pas. Et ensuite, ce qu'on apprend, les apprentissages spécifiques au chien guide, c'est surtout la socialisation qui est encore plus poussée, j'ai envie de dire, de par son futur métier, qu'avec un chien de compagnie. Avec un chien de compagnie, tu le dis souvent, l'idée c'est quand même qu'il soit à l'aise dans beaucoup de situations et donc de travailler ces situations très tôt. Dans tes épisodes, parfois on parle de la foule, on parle d'être à l'aise au marché, par exemple. Ça fait partie des compétences qu'on peut attendre d'un chien de compagnie, mais c'est une compétence fondamentale du chien guide, parce que si on traverse un marché et que le chien a peur de tout parce qu'il y a beaucoup de bruit sur un marché, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'il soit bien dans ses pattes. Donc, en tant que famille d'accueil, en lien avec l'école, on va les confronter à différentes situations. Alors, les plus basiques, hein, c'est-à-dire la rue, et ensuite, un peu au fur et à mesure, on va cranter. Et quand il est à l'aise dans une situation, on va pouvoir aller vers une autre situation. En tête, j'ai les supermarchés qui font quand même partie du quotidien de sa vie future. Donc moi, je vais au supermarché avec les chiens qu'on a en éducation. Se pose la question après de comment réagissent les, les agents de sécurité qui connaissent pas tout le temps la loi, qui autorise justement ces chiens qui sont en formation ou certifiés en tant que chien guide à aller de partout. J'ai une vie hors Covid très dynamique normalement, culturelle, donc je vais beaucoup au cinéma, au théâtre. Donc c'est pas des choses qu'on fait avec un chiot de 3 mois, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on va faire progressivement. Et le cinéma, c'est un peu comme avec un enfant. Au début, on va à une séance où on sait que voilà, on se place à côté de la porte. S'il y a une mauvaise réaction, il y a aucun problème, on sort. L'objectif, c'est pas de confronter le chien à une peur ou quoi que ce soit, mais de progressivement l'habituer. Bon, moi, je vais au cinéma maintenant hors Covid avec des chiens et ça pose aucun problème. Les chiens que je connais bien, voilà, on fait toute la séance. Même le roi lion, je me souviens que il avait beaucoup dormi, notre loulou, donc c'est pas un problème. Et bien sûr, la situation qui est un peu spécifique au chien guide, c'est d'aller au bureau avec nous. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le lieu le plus compliqué pour le chien, parce qu'en fait, il n'a que à dormir entre guillemets. Les moments où on va vraiment travailler avec lui, c'est plutôt sur le trajet pour aller au boulot, et c'est ça qui est intéressant. Le métro, le tram, le bus, tous ces moments-là qui font partie de ses compétences futures. Faut pas avoir en tête que quand on va devenir famille d'accueil, il y a des moments où on peut délaisser entre guillemets le chien. C'est vraiment une présence permanente. D'ailleurs, souvent, quand on n'en a plus, que ce soit moi après un relais ou quand les familles d'accueil les mettent en relais ou font une pause, on a un peu l'impression d'être nus parce qu'en fait, on entretient vraiment une relation très proche et on interagit énormément. Ça se voit quand je suis dans la rue avec mon élève chien guide et avec une personne humaine. En fait, maintenant, j'ai des gens qui connaissent, donc on s'interrompt plus, mais c'est vrai que je vais parler, du coup, donner des indications à mon élève assez souvent, droite, gauche, les lignes, assis, on y va, et cetera. Et c'est vrai que les premiers temps, ça peut surprendre parce qu'on parle beaucoup à son chien, en fait.
On n'a pas parlé des besoins, mais c'est pareil, lui demander les besoins au caniveau, ça c'est des choses qu'on leur apprend. C'est un apprentissage spécifique aux chiens guides, parce que l'idée c'est qu'ils fassent leurs besoins dans le caniveau sur demande. C'est-à-dire que voilà, par exemple, avant d'aller travailler pendant 3 heures, il faut qu'il ait fait ses besoins avant. Donc je vais lui proposer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au fur et à mesure, ça va rentrer. Bon, après, il pourra ne pas vouloir faire, et puis à midi, je lui redemanderai. Mais ça fait partie aussi des apprentissages. Et un dernier point que je dis souvent, parce que c'est quelque chose qui peut tout à fait être transposable sur un chien de compagnie, c'est la gestion, par exemple, de la distribution des croquettes. Alors, tout simplement, il faut se mettre dans la peau de son maître futur qui va distribuer les croquettes, qui va pas forcément voir, qui va doser ces croquettes-là. Il faut pas que le chien soit dans les pattes à sauter parce que c'est des grands chiens en plus. Et l'idée, pendant la distribution des croquettes, c'est vraiment que le chien soit à sa place, qu'il attende qu'on mette les croquettes par terre. Et ça, c'est un apprentissage qu'on fait très jeune. Au début à 1 mètre de la gamelle, puis après vraiment à sa place, voire en absence de vision en fait de la gamelle. Enfin, chez nous c'est comme ça, il y a un buffet en plein milieu de la pièce, donc il voit pas la préparation des croquettes. Donc on s'entraîne beaucoup à ça pour que une fois qu'on pose la gamelle, on l'appelle et il s'assoit et il attend et on lui dit de manger. L'idée c'est pas de contrôler son chien, c'est juste de pouvoir le maîtriser et que tout soit normal pour l'un comme pour l'autre, pour nous, pour lui. Enfin voilà, c'est une petite routine des croquettes. Et ça, j'ai beaucoup d'amis qui le transfèrent, qui le transposent sur leur chien de compagnie, parce que quand même, c'est hyper agréable de pouvoir préparer les croquettes ou la ration de manière autonome, sans avoir le chien dans les pattes et de l'appeler ensuite. Enfin, ça, je trouve que je sais pas comment tu gères avec Charlie, mais en tout Oui, cas, oui. c'est quand même très agréable. Oui, c'est sûr, ça permet aussi pour lui qu'il soit pas surexcité à l'idée de manger. Enfin, je sais que, bon, avec un beagle, forcément, c'est un grand moment, tu vois, le repas. Mais, oui, avec les labradors aussi, hein, ne t'inquiète pas. Hein. donc voilà, donc ouais, non, nous, par exemple, on fait pareil, quoi. Il a l'habitude, il sait qu'il doit s'asseoir et qu'il doit se calmer. Et une fois qu'il est calme, il va manger. Mais si je lui lâche sa gamelle comme ça, dans un grand moment de folie, je sais que la gamelle, elle fait encore moins long feu qu'à l'ordinaire. Ok, donc tout ça, donc, c'est super intéressant pour tous ces apprentissages spécifiques. Et puis on voit que c'est assez différent au quotidien de vivre avec un chien guide. Tu as parlé tout à l'heure rapidement de la loi. Est-ce que tu pourrais nous rappeler en fait ce que dit la loi sur les chiens guides? Parce qu'effectivement, c'est inscrit dans la loi qu'on peut les amener partout, contrairement à un chien de compagnie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors oui, alors la loi dit plusieurs choses et il y a des choses qui sont moins connues que d'autres. Déjà, la première chose, c'est que le chien guide, qu'il soit élève, donc en apprentissage, ou auprès de son maître qui le guide, donc certifié, en activité, il a accès de partout. Et il a accès de partout, donc dans tous les lieux qui reçoivent du public, et non pas dans tous les lieux publics, ce qui est un peu parfois le raccourci que certains font. C'est-à-dire que même dans les lieux privés, mais qui accueillent du public, alors j'ai eu le cas, je parlais des châteaux de la Loire tout à l'heure, c'est pas parce que le château de la Loire en question est privé que c'est le château qui fait sa loi. Non, il accueille du public, et donc dans ce cadre-là, il y a beaucoup de réglementations qui s'appliquent, dont celle sur l'accueil des chiens guides et des chiens d'assistance. Ils sont au même rang, ces deux types de chiens. L'idée, c'est que ils peuvent être accueillis de partout, ils ont accès à tous les lieux. Donc, on parle parfois de refus d'accès. Alors, ça m'est jamais arrivé en tant que tel, j'ai toujours réussi à rentrer dans les lieux en expliquant, parfois en bataillant un peu, hein. Mais que ce soit dans un restaurant, même si le restaurant n'est pas public, que ce soit dans un cinéma, dans un théâtre, partout, ces chiens ont accès. L'idée, c'est toujours d'avoir en tête le futur du chien, que ce soit un chien en activité, mais surtout en cas d'élève chien guide, parce que c'est souvent ce qui nous est reproché, c'est bah oui, mais vous n'êtes pas aveugle. Alors, en effet, ni mon conjoint ni moi sommes déficients visuels, mais on apprend à ce chien-là son futur métier de chien guide aveugle. Et je prends souvent le parallèle avec le permis de conduire. C'est pas le jour où on a son permis de conduire qu'on s'assoit au volant de sa première voiture. Et ben, c'est la même idée. Si vous voulez que le chien soit à l'aise dans toutes les situations, c'est pas le jour où il a son certificat d'aptitude à guider et qu'il est avec son maître déficient visuel qui va aller mettre ses premières pattes au cinéma, dans un supermarché ou autre. Et du coup, la phase de socialisation qu'on fait nous en tant que famille d'accueil et famille relais est hyper importante pour ça. C'est vrai que c'est pas forcément tout le temps connu, c'est une petite exception. Alors après, il y a eu quelques événements qui font que, on en parlait avec Arthur le mois dernier, qui font que ça a été un peu médiatisé, des refus d'accès en fait.
moi, j'ai pas de mal à expliquer quand on me dit non, c'est un chien, que voilà, c'est un chien guide, c'est un élève chien guide, il a des droits et j'ai les lois sur moi, hein, sous format plastifié, petit format, et je les montre. Et c'est pas un problème que les gens méconnaissent cette loi, mais c'est un problème quand ils ne la reconnaissent pas une fois qu'on leur a expliqué. Ça, c'est le plus compliqué. Il y a une petite loi qu'on connaît un peu moins, mais sur le transport, ça fait écho à ce que vous disiez le mois dernier avec les vacances. C'est que les chiens guides dans les transports en commun ou dans le train, contrairement aux autres chiens, ils n'ont pas d'obligation d'avoir une muselière. Ça, c'est quelque chose quand même qui est assez important. Donc, contrairement à la maîtresse de Néa, je me balade pas avec une muselière, j'en ai pas du tout. Le principe, c'est pas que ces chiens-là ne mordent pas, c'est simplement qu'ils sont éduqués et donc que leur éducation ne nécessite pas une muselière. Enfin, c'est un gage en fait. Un chien guide, il dépend d'une école, il a une carte d'identité, il est vraiment, voilà, il est reconnu. C'est pas un chien qu'on prend comme ça. Et donc, par exemple, dans le train, l'autre particularité, c'est que pour lui, le voyage est gratuit. Ça fait partie de tous ces moments où en fait, il a besoin d'avoir ces expériences-là. Moi, je prends souvent le TGV avec mes élèves chiens guides et ça se passe très bien. J'ai pas forcément eu de problème avec les agents de contrôle dans les trains, mais plus avec les voyageurs qui parfois se permettent de nous faire remarquer que le chien n'est pas censé être là ou est censé avoir une muselière, alors qu'en fait, ils connaissent pas l'exception dans la loi. Donc on leur rappelle. Et donc il faut aussi avoir en tête, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on devient famille d'accueil. En fait, on devient famille d'accueil, on nous confie un chien. On a donc toute l'éducation qui va avec, mais on a aussi toute la défense de ce principe, de ce cursus et de l'accès. Parce qu'en fait, en tant que famille d'accueil, on risque franchement d'être confronté à des questions, si ce n'est des refus d'accès. Et donc, il faut être convaincu soi-même. Si on prend un chien juste pour avoir un chien et qu'on dit, OK, tant pis, je vais au supermarché d'en face. Et voilà, moi, je pense qu'on est... En tout cas, les familles d'accueil que je connais, beaucoup se sentent aussi investis de cette mission de communiquer de sur le chien guide, porte-parole. de porte-parole et d'expliquer aussi. Alors, c'est vrai, des fois c'est lourd et on en discute entre familles d'accueil. Des fois, on a envie d'avoir un t-shirt avec marqué j'ai accès partout. Sur l'élève chien guide, si vous n'en avez jamais vu, il est quand même identifié. C'est pas un chiot comme ça qui se balade. Il a un dossard. C'est quand même quelque chose qui permet d'identifier. Il y a marqué d'un côté élève chien guide, en général de l'autre côté, il y a marqué le nom de l'école. C'est vrai qu'avec la démocratisation du harnais, les dossards sont un peu moins identifiables parce que si on regarde il y a 5 ou 10 ans, il y avait beaucoup moins de harnais pour les chiens. Il y avait beaucoup de colliers et en fait, du coup, quand on voyait un chien avec un dossard, on voyait que c'était pas classique, donc les gens arrivaient à identifier. Je sais pas si on arrive mieux à identifier, mais je sais que tous les harnais avec les Julius, etc., brouillent un petit peu le symbole du dossard qui n'est pas en fait un harnais, mais qui est un dossard pour la reconnaissance, pour montrer que c'est un élève chien guide et non pas un chien de compagnie plutôt classique. Et du coup, ouais, j'allais te poser la question socialement, comment c'est reconnu? Est-ce que il y a beaucoup de questions j'imagine que voilà, ça suscite l'intérêt dans la rue ou dans d'autres endroits. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être confronté à des réactions très négatives? Je sais pas, peut-être des gens qui avaient peur des chiens parce que ça arrive. Ça nous arrive au quotidien des fois de croiser en balade des gens qui ont peur des chiens et bon, voilà, c'est pas forcément un moment super, super happy, mais comment ça se passe du coup? Parce que là, la confrontation est encore peut potentiellement être plus fréquente qu'avec un chien de compagnie. En effet, comme tu le dis, ça arrive dans la rue. Donc voilà, dans la rue, comme avec un autre chien. Hein, là, il n'y a pas de différence entre le chien guide et le chien de compagnie. Quelqu'un qui a peur dans la rue, il va s'éloigner, il va hurler, etc. La différence, c'est que les chiens sont de grands gabarits et sont assez discrets quand même. C'est-à-dire que c'est pas des chiens, justement, parmi les apprentissages spécifiques. Un chien guide n'aboie pas. Enfin, à part dans son sommeil, en tout cas. Donc on leur apprend à ne pas aboyer. Et en effet, on est confronté plus souvent à croiser du public. Et en plus du public qui ne s'attend pas à voir un chien dans ce lieu-là. Typiquement, au supermarché, les gens ils sont en train de faire leurs courses, en train de regarder le rayon, et toi t'arrives avec le chien. Alors après, moi je vois beaucoup de différences selon la race de chien que j'ai. Typiquement, si j'arrive avec un berger allemand ou un berger blanc suisse qui est beaucoup plus majestueux, beaucoup plus grand, avec des grandes oreilles, etc., ça peut beaucoup plus impressionner. Si j'arrive avec un golden retriever, c'est pas les mêmes réactions. Si j'arrive avec un labrador noir et un labrador blanc, c'est pas non plus la même réaction. Donc déjà, il y a ce critère de race et de couleur. Hein. La couleur compte beaucoup.
Mm. Sans faire aucun racisme, les chiens noirs font beaucoup plus peur que les chiens beiges. Donc ça, c'est quand même des notions. Enfin, moi, je le sais avec l'expérience, donc j'anticipe. Ensuite, il y a dans ces lieux où on retrouve pas de chiens en dehors des chiens guides d'aveugles, ça fait peur parce que les gens, voilà, comme je disais, ils sont dans le rayon et ils se retournent et ils se retrouvent face à un chien. Alors nous, c'est aussi notre rôle. Moi, je suis pas là pour confronter, enfin, la personne qui croise mon chien, il a pas choisi de croiser mon chien. Donc l'objectif, c'est d'être le moins gênant possible. Par exemple, quand je suis à la bibliothèque, j'avoue que moi, je parcours les rayons. Des fois, je couche le chien dans un coin du rayon et je vais pas pour le bien-être du chien, je vais pas lui demander toutes les 3 minutes de se lever parce que moi, je change de rayonnage. Donc je le couche, je le laisse et du coup, les gens soit ne le voient pas, parce que ça m'est déjà arrivé, ils pensent que c'est un sac ou autre, parce que voilà, on s'attend pas à avoir un chien dans une bibliothèque, et il est silencieux, il dort, donc en général, moi ça me pose pas de problème, et donc on voit pas le chien. Et quand ils le voient, bah il y a 2 réactions, c'est oh un chien. Déjà avant, les gens ils identifient pas que c'est un chien guide. Et l'autre réaction c'est ah un chien, et là la réaction de peur, comme tu le dis. Moi, j'essaye de l'anticiper, surtout dans la rue où on croise beaucoup d'enfants. Les enfants peuvent avoir peur du chien parce que quand on se met à la taille d'un enfant, enfin je sais pas, moi Oui, j'ai déjà c'est fait très impressionnant. quand on est à la taille d'un enfant, la tête du chien est quand même assez impressionnante vu de leur point de vue quoi. Donc j'essaie d'anticiper et j'essaye aussi de faire parfois de la pédagogie, alors selon le temps que j'ai à consacrer. Moi, j'essaye de prendre le plus de temps possible pour faire de la pédagogie. Et avec les enfants, c'est tout particulièrement intéressant. Et aussi, je fais attention à la réaction des parents. Parce qu'en fait, au même titre qu'un maître a de l'influence sur son chien, si le maître a peur de quelque chose, le chien va avoir peur de quelque chose. Et ben, les parents ont de l'influence sur leurs enfants. Et donc, si c'est le parent qui fait des gros yeux et qui traverse et qui change de trottoir, moi, je suis un peu déçue pour l'enfant qui aurait pu avoir une bonne réaction avec ce chien. Par contre, si les parents, des fois, moi, je savoure les remarques des parents qui disent, tu vois, c'est un chien, il travaille, on le laisse tranquille et voilà. Des fois, les parents me demandent s'ils peuvent le caresser et avec grand plaisir parce que les chiens guides sont vraiment les meilleurs chiens à faire rencontrer à des enfants. Et inversement, il faut que les chiens guides rencontrent aussi des enfants. Il y en a à tous les coins de rue, à Paris notamment, et il faut que tout le monde soit à l'aise avec ça. Donc c'est vrai que les réactions peuvent être à double tranchant. Après, mes plus grandes fiertés, là, c'est quand même dans les lieux où les chiens ne sont pas courants. Je parle souvent du cinéma parce que c'est quand même ou le théâtre, c'est quand même des lieux où les gens n'imaginent même pas qu'on peut y aller avec un chien. Mm. Moi, quand j'y vais avec les chiens guides, alors des fois ils montent sur scène parce que j'ai des amis qui ont une troupe musicale, donc ils font aussi parfois partie du spectacle. Mais la plus grande fierté, c'est quand on sort de la salle, ou quand on sort du métro, ou quand on sort de la salle de réunion, et que les gens disent oh, il y avait un chien. Et en fait, les gens, enfin, je pense que tu dois le voir aussi avec Charlie, les chiens bien éduqués, en fait, passent inaperçus. Et en Mm. fait, les gens se surprennent d'avoir un chien parce que pour eux, chien veut dire aboiement, veut dire odeur, veut dire plein d'autres choses. Alors que non, un Ouais, chien. plutôt négatif et pas discrétion et calme comme c'est en fait c'est souvent le cas quoi. Ouais. Ouais, surtout quand je sors du métro avec un chien qui fait 45 kilos et qui est au garrot comme un enfant de 5 ans. Bah oui, forcément, ça étonne. Surtout quand j'ai un berger allemand ou autre. C'est, comme je te disais, les races sont très différentes et les réactions sont très différentes. Ça va du tout au tout. Et après, j'ai parfois, mais ça m'arrive très rarement, et j'ai un peu de mal à recevoir ces critiques des gens qui disent ah, le pauvre. Et moi, je suis là. Le pauvre quoi? Bah, il va travailler dur toute sa vie, il va pas être heureux, etc. Et quand je vois ça, alors moi j'essaye d'expliquer, de faire de la pédagogie, de dire bah au contraire, c'est pas un travail pour lui, hein, vraiment c'est de l'éducation positive, on est avec du jeu, on est avec de la friandise, enfin on est gaga tout le temps. Et au contraire c'est un chien qui va être 24/24 avec son maître. On est vraiment dans de l'éducation positive, on n'utilise Mm. aucune méthode coercitive, vraiment aucune. Et si ça marche pas sur le coup, et ben on retente. C'est comme de l'éducation d'un chien de compagnie, c'est de la patience, c'est de la répétition. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Est-ce que tu pourrais nous parler des points négatifs, notamment des idées reçues qui sont avérées ou pas qu'on peut avoir sur les chiens guides, notamment sur les élèves chiens guides? Alors le principal point, c'est la première question qu'on a tout le temps, c'est mais il va falloir le rendre à la fin. Et oui, c'est-à-dire on est dans une mission à durée déterminée avec le chien en question, en lien avec l'école toujours. On a un chiot qui arrive à 3-4 mois et qui repart à 1 an et demi selon les chiens. Et il repart. Il repart pour continuer son cursus. On a souvent vécu, comme je disais,
d'énormes expériences, d'énormes moments avec ce chien-là. Et moi, avec les chiens en relais, c'est pareil. Alors moi, c'est encore plus court, puisque des fois, ça peut être 3 jours, une semaine, 2 semaines. C'est toujours à durée déterminée. Et il faut l'accepter, il faut avoir en tête pourquoi on le fait. Et cette question-là est la première question qu'on me pose, en effet. Et donc, c'est pour ça, on partage ça avec toutes les familles d'accueil. Hein. Oui, il doit repartir. Oui, je serai triste. Oui, peut-être que je vais pleurer. Mais je sais pourquoi je le fais. Et quand on voit les déficients visuels qui sont guidés par des chiens guides et qu'on a ces témoignages-là de gens dont ils ont changé la vie, bah, on sait pourquoi on le fait, en fait. C'est un engagement aussi citoyen. Et c'est pas un engagement uniquement canin, c'est aussi un engagement citoyen. Et le deuxième point négatif que j'ai pu pas expérimenter moi-même, que j'ai pu voir en discutant avec des familles d'accueil, qui du coup s'étaient lancées dans cette aventure avec des objectifs personnels, familiaux, d'avoir un chien par exemple, et ben c'est qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi avec ce chien. Dans le sens où on n'a pas une liberté totale sur l'éducation parce qu'on a une mission en fait. Et donc cette mission, bah, soit on l'accepte, soit on l'accepte pas, mais du coup c'est pas la peine de se lancer dans l'aventure. Alors il y a des choses qui ne nous sont pas demandées mais qu'on peut faire avec le chien. Bien sûr, toutes les choses très positives qu'on peut partager avec son chien, que ce soit du doga, que ce soit des balades, des grandes balades, des randonnées, etc. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Je sais pas là-dessus qu'on n'a pas la liberté totale. Alors j'allais parler aussi de courir avec son chien, mais ça c'est possible que quand ils ont 1 an. Donc en général, vu qu'on les a à 3 mois, il faut attendre un moment et c'est pas dit que c'est le sport qu'on va le plus pratiquer pour leur hanche, encore une fois, et pour leur croissance. Mais sur l'éducation, bah, voilà, il y a des choses qui peuvent paraître logiques pour une famille, qui vont pas l'être dans le cadre d'une éducation d'un élève chien guide pour qu'il devienne chien guide. Par exemple, nous on leur a interdit de monter sur le canapé. L'idée c'est que on va lui amener toutes les capacités et toutes les conditions pour qu'il réussisse bien sa vie. Et si le déficient visuel ne veut pas que le chien monte sur le canapé, il est plus simple de lui avoir interdit tout le temps, sans qu'il en ait vu en fait l'interdiction, plutôt qu'au bout d'1 an d'autorisation de canapé, on lui interdise quand il arrive chez son maître. L'éducation, en fait, c'est vraiment en lien, c'est vraiment le rôle des écoles de chiens guides. Après, on a une liberté totale sur les jouets qu'on peut lui acheter, sur les expériences qu'on peut lui faire vivre. Tant qu'on est dans notre mission, il n'y a aucun problème. Pareil, quelque chose que je dis souvent qu'on n'a pas en tête, c'est que par rapport à l'attirance à l'eau, on essaye de ne pas favoriser l'attirance à l'eau du tout par rapport au chien. Il faut s'imaginer qu'un chien, quand il guidera son maître, si à chaque fois qu'il voit une fontaine, il a envie d'aller dedans, bah, déjà, il va être frustré pour lui-même et ensuite, ça peut être dangereux pour le déficient visuel. Donc, par exemple, si vous voulez aller faire tout plein de sports d'eau avec votre chien, eh ben, c'est pas en étant en famille d'accueil qu'on va pouvoir, avoir une compatibilité entre ces deux activités. Mais il y a plein de points positifs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, quels sont ces points positifs? Selon toi, c'est quoi quelles sont les grandes raisons de vivre cette aventure? Parce que elle est avant tout très positive. Eh ben, elle est très positive déjà parce que, comme je le disais en point négatif, ça peut aussi être un point positif que le fait que ce soit à durée déterminée. C'est-à-dire qu'on a un engagement, contrairement à quand on prend un chien où on s'engage, on dit en général pour 10-15 ans selon la race. Là, on a un engagement qui va être de 1 an, 12 mois. Alors ça peut être plus ou moins, hein, on n'est pas 12 mois après, l'école rappelle pas en disant: «C'est bon, c'est fini». Mais ça peut jouer et je sais qu'il y a beaucoup de familles d'accueil qui ont profité d'une fenêtre de tir, dans leur organisation familiale, pour pouvoir faire cette expérience. C'est aussi une expérience qui est humaine. On parle beaucoup de chiens, mais c'est surtout une expérience humaine derrière, puisqu'on a beaucoup d'échanges avec l'école, avec des humains, et on le fait pour des humains. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Ça peut être, moi je sais qu'il y a des familles d'accueil qui l'ont fait pour se tester sur le fait d'avoir un chiot pour eux derrière, parce qu'en fait, on a un soutien constant dans l'éducation, on a un apprentissage qui est vraiment appuyé par l'école, et donc ça permet aussi pour des gens qui n'ont jamais eu de chien, il n'y a aucun prérequis sur le fait d'avoir déjà eu un chien, d'être accompagné. Le prérequis, c'est d'accepter la mission, d'en faire un futur chien guide d'aveugle, mais il n'y a aucun prérequis sur le fait d'avoir déjà eu des chiens ou autre. Comme je disais, donc on contribue à une bonne action en l'emmenant partout, parce on fait aussi beaucoup de sociabilisation des personnes. C'est là aussi où on a l'impression qu'on va s'investir avec un chien, mais on s'investit aussi beaucoup avec l'environnement social et la société. Et un point un peu plus administratif et financier, c'est que on n'a pas de frais, ni la question à se poser de la gestion, que ce soit sur tout ce qui est vétérinaire.
puisque c'est géré par l'école. C'est l'école qui nous dit, voilà, là, va y avoir tel vaccin, la stérilisation, parce que les chiens guides, mâles ou femelles, sont stérilisés et castrés. Et on n'a pas assez de questions sur la nourriture. Moi, c'est quelque chose qui revient souvent, je vois sur les réseaux, dans mes échanges avec d'autres personnes. Est-ce que le barf, pas le barf, quelles croquettes, etc. Bah, cette question-là, en tant que famille d'accueil, on l'a pas. On n'a ni les frais ni la gestion, puisque un peu comme des athlètes, ils ont leur poids, ils ont toutes ces croquettes. On est exclusivement aux croquettes, hein, pour les chiens guides, c'est le plus pratique. Et c'est l'école qui nous confie les croquettes, donc il n'y a pas de frais aussi de nourriture. Et qui nous dit aussi le grammage en fonction de l'évolution du chien et de leurs expériences à eux en tant qu'école. Ok, d'accord. Trop cool. Bon bah super, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est hyper intéressant. On va passer maintenant à la partie conseils. Selon toi, quels seraient les conseils à donner à des gens qui voudraient se lancer dans l'aventure? C'est un réel engagement, c'est-à-dire que le chien va tout le temps être là à nos côtés. Et donc, il faut aussi satisfaire ses besoins, il ne faut pas le négliger. Donc, il faut en être conscient. Et donc, ça prend vraiment du temps. Il faut aussi avoir conscience que c'est pas, comme je le disais, uniquement un chiot, mais un chiot qui va devenir chien guide. Et en tant que futur chien guide, il a vraiment beaucoup de missions à accomplir et on est absolument là pour l'aider. Et il faut pas prendre un chien en se disant bah voilà, j'ai un chiot pour 1 an, je vais pouvoir tester plein de choses. J'ai eu quelques fois des échos de questions de famille d'accueil qui me disaient ah oui mais bon, j'aimerais bien prendre la moto avec lui. Je dis bah oui mais non, quelle est l'utilité par rapport à son éducation future? Au contraire, prends le bus, prends le métro. Enfin, il faut qu'il apprenne tout ça et donc ça fait partie de ses compétences. Voilà un peu ce qu'il faudrait avoir en tête à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, c'est vraiment se renseigner. Il n'y a aucune honte à poser 15 000 questions pour s'assurer qu'on est bien raccord avec le projet. Et les réunions d'information dont je parlais, elles sont vraiment là pour ça, pour poser toutes les questions. Il y a en général une famille d'accueil expérimentée qui est là pour parler. Et c'est aussi ce que je fais un peu, ce que j'essaie de faire dans la pédagogie par mon partage sur le blog, sur le podcast ou sur autre, c'est de montrer un peu le réel quotidien qui n'est pas juste accueillir un chiot et être aidé par une école, mais en faire un chien exceptionnel. Ils ont déjà tout en eux et il faut exprimer ce potentiel-là avec les conseils de l'école et des éducateurs des écoles. Ah, trop cool. Et selon toi, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à ceux qui pensent que c'est pas pour eux? Notamment avec cette question du départ du chien qui est quand même souvent la plus récurrente. Bah déjà, il faut se déculpabiliser, hein. C'est-à-dire que tout comme tout le monde n'a pas envie d'avoir un chiot ou n'a pas envie d'avoir un chien de telle race ou de faire telle activité, c'est pas grave en fait. C'est une superbe mission, mais elle n'est pas faite pour toutes. Après, il y a vraiment d'autres manières de s'engager si la cause des chiens guides vous intéresse. Il faut quand même prendre contact avec les écoles. Il n'y a pas uniquement cette mission de famille d'accueil qui existe auprès des écoles. Les écoles de chiens guides, il faut savoir, on n'en a pas parlé, mais un chien guide d'aveugle est remis gratuitement, mais toute cette éducation, toutes ces croquettes, tous ces soins vétérinaires, qu'un chien guide, en tout, ça coûte quand même 25 000 euros par chien guide à l'école, si on compte entre de sa naissance à sa remise, voire après les frais un peu aussi dans le suivi. Donc il faut avoir en tête que l'engagement, il n'est pas uniquement réservé aux familles d'accueil. On peut demander aux écoles. Moi, je sais qu'à Paris, il y a des bénévoles qui ne sont pas forcément familles d'accueil, mais qui aident à faire des allers-retours. Par exemple, quand les chiens ou les chiennes reproductrices doivent faire leur diagnostic de gestation, l'échographie, ou alors aider un déficient visuel à emmener son chien chez le véto. Enfin, toutes ces possibilités, quand on a du temps, on peut le faire. Et on peut aussi s'investir, je sais que l'école de Paris le fait, et je connais des superbes personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'investir en tant que famille d'accueil qui le font, avec des détentes collectives. En fait, l'école des chiens guides de Paris organise des détentes pour les chiens qui sont remis avec leur déficience visuelle. Et bah, on imagine très bien que c'est beaucoup plus sympathique de faire une détente avec des voyants qui peuvent observer et regarder vite fait les chiens et pour nous papoter en fait tout simplement que de faire une détente tout simplement avec son chien, avec son gros lot tout seul. Donc ça fait partie aussi des activités de bénévolat et l'école des chiens guides, enfin les écoles de chiens guides en général ont toujours besoin de bénévoles, pas uniquement en tant que famille d'accueil. On a parlé de la famille de retraite, on a parlé de la famille d'adoption, on peut aussi adopter un chien guide réformé. Il y a vraiment plein de moyens de s'inscrire dans ce mouvement du chien guide et j'en parle aussi parce que ça peut faire écho, c'est aussi une possibilité de s'investir financièrement. Je vous le disais, 25 000 euros, les écoles, elles vivent que sur les dons. Donc même un don de quelques euros
une fois ou un don mensuel. Les dons mensuels sont très positifs pour les écoles, ça permet d'avoir un peu une vision sur la trésorerie. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités de s'investir. Le mieux, c'est de demander à l'école de chien guide qui est à côté de chez vous en disant bah voilà, famille d'accueil, c'est vraiment pas fait pour moi, j'ai pas envie de me détacher du chien, mais je suis dispo tel jour, telle date, j'ai un véhicule, je peux faire des travaux, ou même des fois c'est des trucs très administratifs, hein, faire de la mise sous pli, aller déposer des flyers. Je sais que ça aussi on le fait à l'école de Paris quand il y a, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Le mieux, c'est de se rapprocher de l'école qui est à proximité de chez vous. Regardez sur le site deschienguides.fr. Et puis après, bah, il y aura une belle histoire qui va se construire, pas forcément en tant que famille d'accueil, mais il y a tout autre chose à y faire. Ah, ok, trop cool. Trop, trop bien. Bah, écoute, on va passer maintenant à la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de vivre toutes ces expériences autour des chiens guides et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Bah déjà, le plaisir d'avoir un chien à la maison. Mm. Quand on a des relais, c'est vraiment un énorme plaisir. De savoir aussi qu'on rend service, alors d'une part à la famille d'accueil qui nous confie via l'intermédiaire de l'école ce chien-là. On est parfois en relais d'urgence, hein. J'ai eu le cas de la veille pour le lendemain. Est-ce que tu peux garder un chien 15 jours? J'ai toute la liberté de dire non, mais si je peux, je dis oui, bien sûr. Donc c'est le plaisir de s'inscrire dans un effort collectif, avec un objectif vraiment de remettre le plus de chiens guides possible. Et quand on voit, c'est un univers tout entier en fait. Il y a les familles d'accueil, il y a les bénévoles, il y a l'école, il y a les déficients visuels. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui sont géniales les unes les autres. J'ai eu l'occasion d'accompagner un déficient visuel. On a fait la Wamiz Run, une course où je les guidais, lui et sa chienne, parce que bah, du coup j'étais leurs yeux, enfin surtout ses yeux. Donc il y a toute cette sphère-là dans laquelle je suis rentrée, et c'est un vrai bonheur. Et j'ai aussi un vrai plaisir à accomplir ma mission de défendre en fait et de faire connaître cette cause. Le fait d'amener ces chiens dans des lieux, dans des milieux ou dans des environnements dans lesquels ils iraient jamais, typiquement au bureau, pour moi c'est toujours hyper intéressant de pouvoir dialoguer. Alors oui, ça prend du temps, oui, il faut être sociable, mais ça fait partie de ce qui me tient à cœur, de montrer, de prouver, de faire parler de ces chiens guides le plus possible, parce qu'ils sont vraiment exceptionnels, et l'univers qu'il y a autour est vraiment un univers très particulier et très intéressant. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs sur ce thème des chiens guides d'aveugles, pour ceux que ça intéresserait et qui voudraient creuser un peu ce sujet-là? Alors, il y a plein de ressources qui sont un petit peu éparpillées, parce qu'il y a plein de familles d'accueil qui ont, comme moi, une page Facebook, par exemple. Il y a toutes les écoles qui ont aussi beaucoup de communication. Il y a aussi, alors je le cite, mais il faut avoir en tête que c'est un autre système que le nôtre, mais il y a un film, enfin une série de films qui s'appelle Pick of the Litter, qui suit une portée de chiots américains qui du coup sont dans des écoles américaines de chiens guides. Donc ça peut être intéressant à regarder, même si c'est pas notre système à nous. Sinon, bah, je partage beaucoup, et c'est aussi l'objectif de ma communication, de mon quotidien. J'ai aussi lancé le blog pour ça, pour avoir un endroit où poser de manière plus pérenne et plus organisée des mots, parce que bah, les posts Instagram c'est sympa, les posts Facebook aussi, mais ça se perd vite dans le fil d'actualité, Twitter également. Donc le mieux, c'est d'aller voir sur le blog. Alors je réponds à beaucoup de questions et j'ai encore beaucoup d'idées pour la suite. Il y a un peu le podcast aussi, du coup c'est l'occasion d'en parler. L'idée c'est justement de faire découvrir un peu toutes ces sphères et toutes les personnes qui sont impliquées. Donc progressivement, je vais aller chercher dans chacune des sphères des personnes, que ce soit déficientes visuelles, familles d'accueil, mais aussi auprès des écoles de chiens guides, ou toute autre personne qui serait impliquée dans l'éducation des chiens guides, et dans cet univers qui est très large quand même. Trop cool. Et donc, où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui voudraient suivre toutes tes aventures, du coup? Alors, j'ai pris le nom de Futur Chien Guide, au singulier et au masculin, il y a déjà 4 ans. On peut me retrouver, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, toujours sous ce nom de Futur Chien Guide. Et puis, bah, plus récemment, du coup, avec le blog qui s'appelle futurchienguide.fr, dans lequel on retrouve toutes les infos, où on voit aussi, toutes les infos pour écouter le podcast, qui s'appelle aussi Futur Chien Guide. Voilà, tout a le même nom. Et bah, le podcast est disponible sur toutes les plateformes et de diffusion de podcasts, aussi sur YouTube, sur mon blog directement. Pour ne rien louper, je pense que le mieux, c'est
quand même l'Instagram sur lequel je relais en fait tous ces moyens-là de communication. Ouais. Et pour les amateurs de podcasts, je vous conseille vraiment d'aller jeter une oreille sur le podcast d'Estelle, puisque les témoignages qu'on y retrouve sont vraiment très intéressants. Vraiment bravo pour ce beau projet. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup Estelle d'être venue sur La Niche et j'espère à bientôt. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée en tout cas. Et puis à bientôt, j'espère un jour en vrai avec Charlie. Salut! Merci beaucoup de vous être joints à ma conversation avec Estelle et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @futurchienguide et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site, laniche-podcast.fr. Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!